Salut les magiciens, ici Totoro et bienvenue dans cette nouvelle ronde dans laquelle on va voir s'affronter Yoshimaru et Brustarl contre Glarb. Sans plus attendre, c'est parti. En l'occurrence, c'est François qui est sur le play. Il débute avec le traditionnel Yoshimaru tour 1, donc une sortie extrêmement classique. Le but de Yoshimaru, si vous n'êtes pas au courant, c'est, en tant qu'aggro linéaire, d'assembler un maximum de permanents légendaires en jeu pour avoir un Yoshimaru qui va être overstaté par rapport à son petit coup de 1 mana blanc et d'infliger des dommages incrémentaux, donc de plus en plus grands. De son côté, Ronan joue un deck plutôt contrôle avec une combo à l'intérieur. Donc on part du shell d'Ymir, donc en l'occurrence bleu et noir, avec des contre-sorts, des removals, et on ajoute une petite combo à base de Thought Lash, qui est un enchantement qui permet d'exiler toute sa bibliothèque. Et si jamais on exile sa bibliothèque, on est censé perdre. Sauf si on a une carte en jeu qui dit qu'à la place de perdre quand on n'aurait plus de cartes dans sa bibliothèque et qu'on devait piocher une carte, on la gagne, à savoir Jace, Wielder of Secrets. Donc le but de Ronan, c'est de temporiser la partie jusqu'à un point où il peut assembler Jace en jeu et un moyen d'exiler toute sa bibliothèque. Donc il a plusieurs moyens de faire ça. On verra si c'est le cas dans ce match-là, sinon auquel cas je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo. Donc, il y a eu un fatal push sur Yoshimaru. Concrètement, quand on affronte Yoshimaru, il est préférable de garder des mains avec beaucoup d'interactions. Principalement des removals ou un mental misstep, surtout si l'adversaire est sur le play. Puisqu'on peut assez facilement anticiper que Yoshimaru sera lancé au tour 1 dans 95% des parties. Il y a seulement certains match-up, notamment contre Mono Rouge, où Yoshimaru va peut-être potentiellement avoir envie de slow roll, donc de lancer un petit peu plus tard son général, pour ne pas lancer Yoshimaru, mais plutôt lancer Brustarl, qui donne double initiative et lien de vie. Lien de vie étant un mot-clé excellent contre Mono Rouge, mais là c'est pas forcément le cas. Donc on va avoir assez rapidement un échange de ressources, qu'on appelle du one-to-one, donc du une carte pour une carte. Ronan de son côté va essayer de casser cette symétrie, que ce soit avec son général ou avec d'autres sorts qui vont lui permettre de faire de la value, donc d'avoir plus de cartes en main que son adversaire. Pendant ce temps-là, François tente un Enlightened Tutor, qui peut potentiellement aller chercher un artefact ou un enchantement et le mettre au-dessus. Là, je pense typiquement à Blood Moon, qui pourrait être assez dévastateur pour Ronan. Donc on va voir comment il s'en dépatouille. Donc Ronan qui va fixer ses couleurs. Dans Glarb, il y a quand même un besoin assez fort de mana bleu. Un peu moins de mana noir et encore un peu moins de mana vert. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir beaucoup de terrains qui font du bleu et du noir et un ou deux qui font du vert. Alors là on a une carte que j'ai eu un petit peu de mal à distinguer, mais au final c'est un Drone in the Lock qui est dans son mode contrecarrer un sort dont la valeur de mana est inférieure au nombre de cartes dans le cimetière. Inférieur ou égal. C'est ça, inférieur ou égal au nombre de cartes dans le cimetière. Et là, François, tel un champion qu'il est, en fait avait déjà Blood Moon en main. Donc le e-tutor était un piège. Et Ronan malheureusement est tombé dedans. Ce qui veut dire que maintenant, tous ces terrains non base sont des montagnes. Donc heureusement pour lui, il avait son mana bleu en main, qui est quand même la couleur principale du deck. Maintenant, ça va quand même limiter très fortement sa capacité à lancer des sorts colorés. Sachant qu'il y en a quand même pas mal dans son deck, ça risque d'être un petit peu technique. Donc on a probablement François qui va relancer son général pour essayer de reconstruire une cloque. Et mine de rien, un wash away qui est quand même bien placé, qui permet à Ronan de reprendre quand même, enfin de temporiser, de reprendre une partie de l'ascendant quand même. Et d'avoir suffisamment de temps pour essayer d'aller chercher ses terrains de base, pour pouvoir lancer ses sorts et potentiellement détruire cette Blood Moon. Maintenant, le sort qui me vient en tête qui permet de... Ouh, la manatesse qui fait bien mal. Le sort qui me vient à l'esprit, c'est Abrupt Decay, sauf que ça demande du noir et du vert, et c'est un peu mal barré parce que Ronan n'a que du bleu. Donc on voit quand même que malgré Blood Moon, Ronan
survit, on va pas dire qu'il s'en sort bien, mais qui survit pour le moment. De toute façon, là, il n'a aucune raison de concéder, puisque son adversaire n'a pas l'air non plus d'avoir énormément de cloques. Headliner Scarlet va pouvoir potentiellement répondre à ça. Mais Change the Equation, donc un contre qu'on voit surtout dans Glarb maintenant, qui est assez pertinent dans le méta actuel, je trouve, vient contrer la Scarlet. Scarlet qui aurait pu faire beaucoup de card advantage ultérieurement, donc c'est pas plus mal qu'il l'ait contré du côté de Ronan. Pour le moment, c'est plus ou moins un statu quo, mais à l'avantage du joueur de Yoshimaru qui va continuer de spam son général. Petit point de règle, les permanents légendaires trigger même sous Blood Moon pour Yoshimaru. En fait, c'est une histoire de couches. Alors, je sais plus si c'est quelque chose comme couche 5, 6 ou 7, mais on a le surtype artefact ou légendaire ou autre qui vient se positionner au-dessus en fait de la restriction qui transforme tous les terrains non base en montagne. Donc on a un Loyal Apprentice qui a été lancé en même temps par François, ce qui va lui permettre avec Yoshimaru d'assembler une cloque incrémentale, donc on est littéralement dans l'agro-linéaire, voire presque exponentielle. Une partie qui semble mine de rien mal engagée pour Ronan, qui s'est fait attraper par une Blood Moon. Bon, c'est une des forces de Yoshimaru. Blood Moon n'est pas joué dans tous les decks, mais permet par moment, voilà, dans des situations comme celle-ci, de prendre un avantage certain et de revenir par rapport à l'adversaire. Donc là, on va avoir plusieurs phases d'attaque. Ronan va devoir trouver une Vrasse. Ça me semble un petit peu complexe. Et on a Anime Pakal, une sorte de Adeline qui grandit, même si jamais on n'a plus de créatures après. C'est marrant parce que j'ai été assez sceptique de cette carte dans Yoshimaru, mais au final, force est de constater que c'est vraiment un très bon carton. Donc, amis joueurs de Yoshimaru, si vous ne la jouez pas immédiatement, je vous recommande de la jouer. En fait, ce qui est fort, c'est qu'elle, un peu comme Adeline, elle fait des gnomes, même quand... Enfin, c'est juste quand on attaque, c'est pas que quand elle attaque. Et concrètement, si on la pose au tour 3, qu'on a déjà une phase d'attaque, elle devient 2-3. Et le tour d'après, elle devient 3-4. Donc elle est déjà à peu près les mêmes stats que Adeline potentiellement. Le seul défaut, c'est qu'elle n'a pas vigilance, quoi. Bon, ça en était trop pour Ronan qui s'incline. François gagne la première. Cette fois-ci, c'est Ronan qui est sur le play. Ça va changer pas mal. Voyons s'il a un removal ou un contre à Yoshimaru. A priori, je ne sais pas s'il fetch en réponse ou après que Yoshimaru est résolu. On va pas tarder à voir ça. Donc Glarb, qui est quand même un deck qui a vraiment le vent en poupe. On peut noter qu'il y a beaucoup de bons joueurs, en tout cas que je reconnais comme étant très bons joueurs. On a Noam, on a Carbozo, donc Raphaël, ainsi que Rafik, donc Raphaël également, qui sont d'excellents joueurs, qui sont en train de piloter et de truster les top 8 avec ce tournoi. Notamment Noam qui sur MTGO, mais vraiment, il met le deck sur MTGO tous les jours. Il fait un trophée avec... ça doit être son petit rituel du matin. Donc on a Unable to Scream qui vient nullifier Yoshimaru, qui devient une 0-2 Citizen, je crois, un truc comme ça. Non, un Toy. A noter que le Toy est une créature artefact. Ça peut avoir un impact sur les... comment ça s'appelle, Urza's Saga qui peuvent être lancés. On a Talia, Guardian of Thraben, donc la 2-1 First Strike, donc la première, qui va venir vraiment, je pense, embêter Ronan, puisque ça va lui faire coûter 1 de plus à tous ses sorts non créatures. François, il joue un deck avec genre 35 ou 40 créatures, lui il s'en fiche un petit peu de payer 1 de plus. Donc assez logiquement, effectivement, ça fait sens de slam Glarb au T3. Puisque mine de rien, il faut se rappeler que c'est une 2-4 avec Death Touch. Ce qui fait que un seul point est suffisant pour détruire la créature en face. Et 4 d'endurance, c'est quand même assez fort. Donc,
François se retrouve dans une situation un petit peu embêtante. Et effectivement, son Granite Magistrate a un petit tour de retard. Et effectivement, il aurait peut-être dû le lancer le tour d'avant, mais au moins ça a permis à Ronan de voir un petit peu ce commit sur ses créatures. Enfin, ses sorts non créatures plutôt. Et donc là, voilà, on est dans le cas de figure où Glarb, enfin, le joueur de Glarb détape avec son général en jeu, et ça lui permet de commencer à faire de la value. Là, on voit Ronan a posé un Takenuma depuis le dessus de sa bibliothèque, donc il l'a landé depuis le dessus. C'est une carte en moins qu'il aurait dû piocher, une carte qui n'est pas vraiment active, et tout simplement du card advantage. Puisque, pour rappel, Glarb a, on va dire, une sorte de future sight, mais sous condition en termes d'effet. On peut regarder, donc c'est même pas en révèle, hein, on peut regarder à tout moment la carte du dessus de notre bibliothèque. Ça compte également quand on résout un sort. Si on lance un brainstorm, on va piocher 3. Pendant la résolution, on a le droit de regarder la quatrième avant de remettre les cartes au-dessus. On est vraiment sur ce genre d'effet qui casse un peu la symétrie du jeu. Et accessoirement, on peut jouer des terrains et lancer des sorts de valeur de mana de 4 ou plus du dessus de la bibliothèque. Alors, je me suis renseigné préalablement aussi à cette vidéo par rapport à l'interaction entre Logic Note et Glarb. Donc, j'ai demandé à un arbitre, Diego, qui m'a indiqué que Logic Note ne peut pas être lancé même s'il est à x égale 2 depuis le dessus de la bibliothèque. Pourquoi ? Parce que le sort il va être à 4 de valeur de mana une fois qu'il sera sur la pile. Par contre, au-dessus de la bibliothèque et dans toute autre zone que la pile, sa valeur de mana, donc les valeurs de mana de X en général, sont de 0. Ce qui fait que sa valeur de mana est de 2. Donc ça me permet de répondre lors des précédentes VOD où j'avais fait l'erreur. Je corrige ça, on ne peut pas lancer Logic Note depuis le dessus de notre bibliothèque sous Glarb. Voilà. Dans tous les cas, si vous avez un doute, appelez un arbitre. Encore une fois, j'insiste, mais c'est important. On a Arabella ainsi que Mary qui ont été proposés du côté de François. Il décide évidemment de ne pas attaquer parce qu'avec 2 créatures avec le Death Touch, ça ne semble pas très indiqué d'attaquer. Maintenant, il va quand même falloir du côté de Ronan qu'on trouve un moyen d'avancer dans notre plan de jeu. Là, on a réussi à stabiliser le board en tout cas. Board qui est à l'avantage de François en termes de nombre, mais en termes de qualité, c'est plutôt du côté de Ronan. Donc voyons comment nos chers amis s'en sortent. On voit qu'il y a une solitude dans la main de François, ça peut être vraiment pas mal pour aller déloger le Glarb. Et devoir perdre une bestiole au passage à cause du Baleful Strix. Maintenant, il faut garder à l'esprit que pendant la phase d'attaque, Arabella va infliger autant de points qu'il y a de créatures avec 2 de force ou moins qui attaquent. Donc François peut même se permettre d'attaquer avec le petit Yoshimaru, puisqu'il va coller 1 et gagner 1 sur le trigger d'Arabella. On a un Screaming Nemesis qui a été proposé par François, qui s'est pris une Memory Lapse, donc il va revenir au-dessus de la bibliothèque, sera sûrement reproposé au prochain tour. Donc assez logiquement, Ronan, en fin du tour de François, applique un Surveil 2, donc la deuxième capacité de Glarb, qui lui permet de regarder les 2 cartes du dessus, les réarranger dans l'ordre de son choix, et celles qu'il ne souhaite pas ne vont pas en dessous comme un regard, mais vont dans le cimetière. Donc on voit qu'il y a également un petit plan cimetière dans la decklist, avec typiquement, je suis pas certain qu'il le joue lui, mais j'ai vu dans pas mal d'autres listes Murktide Regent, ainsi que Abhorrent Oculus, ou même juste Snapcaster ou Takenuma. Enfin, il y a pas mal de cartes qui interagissent avec le cimetière et qui vont faire des synergies justement. Ronan qui résout un Demonic Tutor. Alors ça sent pas très bon pour François parce que là il peut aller chercher Thoughtlash qui a le bon goût au-delà de la combo de prévenir énormément de dommages, donc potentiellement jusqu'à 80 ou 90 en fonction du nombre de cartes qu'on a dans notre bibliothèque, et qui va lui permettre justement de temporiser jusqu'à trouver sa deuxième pièce de combo, à savoir Jace, Wielder of Secrets.
Voyons si c'était le cas. Ah oui, ok. Ronan a bien payé 3 pour son DT, puisqu'il y a quand même Talia qui est en jeu. Donc Logic Note... je sais plus s'il peut payer la taxe en Delve. Il me semble que oui. Il me semble qu'on peut payer la taxe de... Bah tiens, voilà, encore une question qu'il faudra que je pose à, à Diego. Je crois bien qu'on peut payer la taxe de Talia en Delvant. Puisque c'est un coût supplémentaire. Alors je connais la technique avec Prismatic Ending où, étant donné que c'est un coût supplémentaire, on peut payer deux couleurs différentes avec la capacité, ça permet de l'exiler même pour deux. Mais pour Logic Note, enfin les sorts avec Delve, je suis pas certain de mon coup. Bon, je me renseignerai. Alors, voyons si Ronan arrive à déployer sa combo. Voilà, donc ouais, c'était un peu vite vu. Thought Lash qui va permettre à Ronan de partir assez rapidement en combo. Sachant que s'il a Glarb en jeu, ça lui permet aussi de filtrer les cartes pour aller chercher sa deuxième pièce de combo après avoir eu le cumulative upkeep. Donc c'est pour ça que François a concédé ce qu'on pourrait penser un petit peu rapidement, mais en fait Ronan avait remporté cette partie. Puisqu'en fait il aurait pu exiler les cartes du dessus pour aller chercher Force of Will, il suffit qu'il ait une carte bleue en main, il peut la pitcher du dessus de sa bibliothèque, puisque Force of Will en l'occurrence sa valeur de mana, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, c'est toujours 5. Donc voilà. Pour le coup, c'est quand même François qui débute, et c'est vrai que un Yoshimaru qui est sur le play, c'est quand même assez écrasant. Il faut vraiment avoir de quoi le disrupter rapidement, sinon c'est synonyme de défaite. Et Ganjo Castle, ainsi que Talia qui est tentée au tour 2, mais qui se prend sa petite Force Spike. C'est vrai qu'une Talia T2, ça aurait pu être vraiment problématique pour le coup. Alors, pour un petit mana, on a une des meilleures cartes de MH3, si on passe Nadou, Tamiyo. Donc, pardon. Tamiyo qui va permettre de, si Yoshimaru n'a que 2 de force, de potentiellement... Ah bon, j'ai rien dit. Voilà également une autre excellente carte de MH3, Flage, qui a le bon goût d'infliger 3 quand elle arrive en jeu. Ça tombe bien, l'endurance de Tamiyo est de 3. Fetch du côté de Ronan qui va probablement aller chercher un Surveil. Soit le bleu-noir, soit le noir-vert. À moins qu'il n'ait un sort à lancer à la fin du tour de François. Voilà, donc on voit l'influence de la Blood Moon de la première partie. Ronan anticipe et fetch de façon préventive dans des basiques. Il me semble que c'était Crimlune, un des membres du comité, qui en parlait très justement dans un des derniers podcasts qui avait eu lieu après la dernière banlist. Je sais plus exactement sur quelle chaîne, mais que le simple fait qu'il y ait Blood Moon dans le format, ça force certains plays et certains joueurs, même au niveau de leur deck building, à jouer plus de basiques ou à fetcher contre certains basiques. Donc même si jamais le François n'a pas Blood Moon et ne la joue pas dans cette partie, il a un léger avantage, un léger edge sur Ronan qui est obligé de sous-jouer, on va dire, son fetch, donc plutôt que d'aller chercher un Surveil Land, de faire un petit peu de value, ou du moins du quality advantage, d'aller chercher son basique pour anticiper potentiellement et lancer des sorts après Blood Moon. Donc c'est quand même assez impactant comme bout de carton. Donc Ronan fait bien de relire Eiganjo Castle, puisque c'est un terrain légendaire qui s'engage pour ajouter un blanc, mais qui, en payant un blanc, en l'engageant, on peut prévenir les 2 prochaines blessures qui devraient être infligées à une créature légendaire ce tour-ci. Glarb n'a que 2 de force, ça veut dire que si Yoshimaru attaque, est bloqué par Glarb,
François peut prévenir les deux prochaines blessures qui devraient lui être infligées. Et donc le Death Touch ne ferait pas effet puisque aucun dommage n'aurait été infligé. Donc charge à François de garder au moins, même si ce n'est qu'un bluff, ces deux cartes, enfin ces deux mana up, donc deux blancs. Ah c'est dommage. Du coup son Yoshi il est que 3-3, donc le jeu n'en vaut pas la chandelle, puisqu'il y a 4 d'endurance du côté de Glarb. Et ça sert à rien d'attaquer pour devoir en plus dépenser du mana. C'est pas très productif ni constructif. Pour le coup, je sais pas quel est le terrain en plein milieu du côté de François. Ça doit être une version Secret Lair ou Full Art Foil. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le deck de Ronan est bien pimpé et bien signé. On voit que le Otawara est signé. A priori, c'est du Double Shadow. En fait, c'est un effet qui permet de donner une illusion qu'il y a de l'ombre. C'est pour ça qu'on appelle Double Signed Shadow. Bon bref, si ça vous intéresse, je pourrais même vous en faire une vidéo sur tout l'aspect artwork, signature. C'est vrai que ça me donne une petite idée de vidéo. Quoi qu'il en soit, on reprend. Ronan continue de jouer des plays assez proactifs. Il profite du statu quo en fait où Yoshimaru peut pas forcément attaquer dans ces deux plots en face que sont Glarb et TNN. Donc c'est assez pertinent du côté de Ronan. Même pas forcément d'attaquer avec la TNN, hein. Le but c'est plutôt de l'utiliser comme bloquant un peu universel. Voilà, on a donc un fetch dans le plateau. Voyons ce que François va nous proposer. Peut-être essayer de profiter du fait que Ronan n'a que un petit mana up. Il me semble qu'il a plus énormément de cartes en main non plus. Peut-être que je me trompe. Mais ça peut donner un indicateur de savoir si mon adversaire n'a pas beaucoup de cartes en main, il est très peu probable qu'il ait Force of Will plus une carte bleue ou qu'il ait plusieurs réponses au sort que je vais proposer. Et il faut garder à l'esprit qu'un joueur de bleu n'a pas toujours son contre. Surtout si on le travaille un peu au corps dans les premiers tours, il est assez fréquent quand même qu'on arrive à résoudre des sorts impactants. On pense typiquement à la Blood Moon au tour 1, au match 1 qui a été lancé par François. Donc Ronan continue de développer son board. François en fin de tour propose une solitude. Alors voyons ce qu'il va exiler. Donc dans tous les cas il peut pas cibler TNN. Ça me paraît cohérent d'exiler Glarb. Maintenant le board state est quand même assez obstrué par toutes ces créatures avec des protections ou du contact mortel. Et on peut aussi notifier le fait que DRS, donc Death Rite Shaman, va continuer de faire pas mal de value en exilant des cartes des différents cimetières. Je pense à commencer par le Flash qui a été lancé du côté de François, qu'il faut vraiment exiler à vue parce que ça pourra s'avérer vraiment problématique s'il ne le fait pas. Ok, donc on enclenche la marche avant du côté de François. Phase d'attaque, donc on va avoir un trigger de l'Aelia. Peut-être que Ronan a une réponse préalable. Il indique que non. Il me semble que c'est un terrain qu'on voit au-dessus. Donc un petit marqueur +1/+1 pour l'Aelia. On peut également voir que, comme je le disais un petit peu plus tôt, François a gardé le mana ainsi que Eganjo Castle pour l'activer. Donc ce qui va lui permettre de
tricher un petit peu sur les blocs, et donc potentiellement de prévenir les blessures qui seraient infligées à Laelia si elle est bloquée par TNN ou par le Strix. Ouais, donc a priori, on propose... Donc Laelia bloquée par TNN, Yoshi bloqué par Baleful Strix. François réfléchit à laquelle de ces deux créatures il souhaite sauver. Je pense qu'il faut garder Laelia parce qu'elle fait de la value. Là où Yoshimaru pourra être en plus relancé depuis la command zone. Ok, intéressant du côté de François d'avoir mis Yoshimaru au cimetière. Euh, je pense que c'est une erreur dans le sens où il y a Deathrite Shaman au cimetière, puisqu'a priori François compte sur le fait de relancer Flage pour exiler son Yoshimaru du cimetière. Ouais. J'espère juste que ça va pas se retourner contre lui. Après, cela dit, ça force Ronan à s'engager pendant son tour, ou en tout cas avant d'engager son Deathrite Shaman, avant que François ne puisse réattaquer le tour d'après. Donc ça fait un bloquant potentiel en moins, parce que sinon François peut juste à sa main phase 1 garder la priorité et lancer Flage. Donc voyons ce que Ronan a à nous proposer. Il me semble qu'il est toujours à la fin du tour de François. Il résout son surveil du Undercity Sewers. Ça doit être un Overground Tomb, qui est le Raveland de Golgari. Donc noir et vert. Pour 5 mana, Glarb est relancé. Ronan garde intelligemment un mana noir pour un mana noir vert pour pouvoir activer voilà, son Deathrite Shaman. Il a tout à fait conscience. Donc déjà en fait, faut garder le déroulé de la partie, donc bien vérifier les cimetières assez régulièrement. Et le fait que François ait laissé volontairement son Yoshimaru aller au cimetière peut lui donner la puce à l'oreille aussi qu'il y a une interaction avec le cimetière. Soit c'est un énorme bluff, soit c'est un énorme oubli, soit c'est effectivement qu'il y a un signal faible qui est proposé du côté de François. Et que du coup Ronan a pu saisir. Ouf. Fourth Erlingas, que François lance intelligemment en ne s'engageant pas complètement au niveau de ses manas. Il en garde un au cas où il y a Daze. Et ça, bravo d'avoir tourné autour parce que ça aurait pu être très facile de se faire empaler sur une Daze. Donc, phase d'attaque, trigger Laelia. Swift reconfiguration du dessus. Alors elle tombe mais vraiment mais à point nommé. Bon bah du coup, avant les blocs, on lance Swift sur Glarb. Phase d'attaque et a priori, si ce n'est le létal en tout cas, Ronan est dans une situation plus que délicate. Donc vraiment on voit la force de Laelia qui permet justement de faire du card advantage indirectement, parce que c'est pas exactement le cas, mais de proposer une menace qui pour 3 devient très rapidement une 3-3, puisque dès la première attaque elle est 3-3. Elle grandit, donc elle est de façon incrémentale, et en plus elle propose de la valeur. Donc là on voit que François a fait le bon choix lors des précédents tours de ne pas bloquer, enfin de ne pas laisser détruire sa Laelia, mais plutôt son Yoshimaru. Donc on va voir comment est-ce que Ronan va pouvoir se sortir de cette situation plus que délicate. Donc voyons comment Ronan va réussir à se sortir de ça. Ça va lui demander quand même un setup assez précis où il faut qu'il parte en combo très rapidement. Puisque là, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il décide de bloquer. Mais dans tous les cas, il faut envoyer TNN sur Laelia et potentiellement bloquer avec le Deathrite Shaman.
Pas nécessairement bloqué d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on le perd, mais pour un mana vert au tour prochain, on peut exiler une carte de créature et faire gagner les 2 points de vie qu'on aurait perdu, qu'on n'aurait pas perdu si on avait bloqué avec. Donc Ronan s'en sort sur le fil, à 1 point de vie, ce qui est largement suffisant pour partir en combo. Ah et voilà, ça m'étonne pas. Il a du coup, donc j'en parlais précédemment, le Jace Wielder of Mysteries directement dans la main. Il fait un +2, il pioche une carte, sur un malentendu c'est Démonique Consultation ou Tainted Pact. A priori c'est fichu. Enfin, en tout cas il les a pas en main, ou pas suffisamment de mana pour déployer le tout. Peut-être que Ronan se dit sur un malentendu, François va attaquer Jace plutôt que lui. Alors, François propose un Flame Slash sur le Deathray Shaman qui aurait pu justement faire comme s'il bloquait 2 soldats. Donc en réponse évidemment il va exiler une créature, donc disons Solitude par exemple. Oui, Talia ça fonctionne aussi. Pour regagner 2, passer à 3. Maintenant il y a un seul bloquant. Arena of Glory qui va permettre de proposer une carte de créature directement avec la célérité, peut-être. Donc une Arabella avec célérité qui, rien que sur la phase d'attaque, devrait coller le létal. Bravo à François qui se propulse avec cette victoire. Ah, ça c'est intéressant. Étant donné que Glarb n'était plus une créature mais un véhicule, Ronan ne pouvait pas lancer le Bozéjou qu'il avait en main pour un petit mana, mais il en aurait fallu 2. Donc mine de rien, c'était quand même une partie beaucoup plus serrée qu'il n'y paraît. Bravo à François qui l'a remporté. Je me souviens plus qui va jouer lors de la prochaine ronde. Restez connectés, il y a la deck tech de Ketramos qui va sortir incessamment, ainsi que d'autres grandes annonces qui devraient arriver à partir du moment où j'aurai atteint les 500 abonnés. Il en reste plus que 7 au moment où je tourne de cette vidéo. N'hésitez pas à faire passer le message. Il y a des choses chouettes qui sont en coulisses. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Totoru pour l'entre du deck.